C'est un réel plaisir de vous retrouver pour cette édition d'information matinale. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. De la politique en ouverture de ce journal. Au Rwanda, la diplomatie américaine s'oppose à un éventuel troisième mandat du chef de l'État Paul Kagame, soupçonné de vouloir modifier la Constitution pour se présenter en 2017. La situation est similaire au grand pays du Grand Lac, mais quelque peu différente au pays des Mille Collines. Uriel Abaga s'en fait l'écho. Les États-Unis d'Amérique, par la voix d'un de leurs diplomates, se sont opposés vendredi à la possibilité d'un troisième mandat de Paul Kagame, le président de la République rwandaise. Une sortie qui témoigne de la dégradation des relations entre Kigali et Washington, débutée en 2012, mais surtout de la position des États-Unis sur une limite constitutionnelle à 2 mandats présidentiels. Paul Kagame est devenu président du Rwanda par la voie des urnes en 2003 et a rempilé en 2010. En 2017, il sera donc au terme de son 2e mandat et ne devrait pas briguer un de plus selon la Constitution adoptée en 2003. Si le chef de l'État ne s'est pas encore prononcé au sujet de sa participation à ce scrutin à venir, plusieurs signaux confortent l'idée d'une volonté de Paul Kagame de se maintenir au pouvoir au-delà de 2017. Les députés rwandais sont en ce moment en conclave jusqu'au début du mois d'août prochain pour débattre au sujet de la révision constitutionnelle qui permettrait à Paul Kagame de rester aux affaires. Les débats autour d'un troisième mandat du président sont visiblement le sujet dans plusieurs pays de la région des Grands Lacs. Le secrétaire d'État américain John Kerry s'est personnellement opposé à un mandat supplémentaire du Burundais Pierre Nkurunziza et s'active à mettre un terme aux velléités hégémoniques de Joseph Kabila, l'homme fort de la République démocratique du Congo. Après l'arrivée au pouvoir de Paul Kagame le 17 avril 2000, les progrès du pays en matière de développement sont salués par la communauté internationale et le peuple rwandais les attribue tous au chef de l'État qu'il semble adorer. Les contre-pouvoirs sont également presque invisibles dans la scène politique et la contestation y est donc pratiquement inexistante. 2 millions de Rwandais favorables à la révision constitutionnelle ont déjà signé une pétition. Les parlementaires qui étudient cette requête affirment que le chef de l'État n'est pas mêlé à leur démarche. En bref et en images au Niger, à moins d'1 an de la présidentielle, des milliers de personnes ont battu le pavé ce samedi à Niamey, la capitale, contre le régime qu'ils accusent d'étouffer les libertés et de mal gérer le pays. Les protestataires, majoritairement des jeunes, qui répondent à l'appel de 38 associations locales, ont marché de 9h à 11h, soit 8h à 10h GMT, dans les artères de la capitale nigérienne. Depuis des semaines, les syndicats des commerçants nigériens demande l'annulation d'une convention signée en 2014 accordant au groupe français Bolloré le monopole de la manutention des 2 plus importants entrepôts de douane à Niamey, monopole qui a engendré une hausse significative des taxes. Nous y reviendrons dans notre édition d'information de la mi-journée. Au Nigeria, une attaque non revendiquée a fait plus de 30 morts et 38 blessés dans un marché de Yola, la capitale de l'État d'Adamawa, au nord-est du pays. Boko Haram est naturellement pointé du doigt, étant donné que la secte islamiste multiplie les raids depuis une semaine dans l'État voisin de Borno. Uriel Abaga. 31 morts et 38 blessés. C'est le bilan de l'attaque perpétrée jeudi par 2 kamikazes harnachés d'explosifs au marché central de Jimeta, principal centre commercial de la ville de Yola, capitale de l'État d'Adamawa, au nord-est du Nigeria. Les chiffres ont été annoncés vendredi par Sahad Bello, haut responsable nigérian chargé des opérations d'urgence dans cette localité. Une attaque non revendiquée qui intervient au moment où les raids de la secte Boko Haram sont redevenus quasi quotidiens à Maïdougouri, capitale de l'État voisin de Borno. Les hommes d'Aboubacar Shekau sont donc les premiers suspects, ayant manifestement repris du poil de la bête depuis l'investiture vendredi dernier de Muhammadu Buhari comme un bras de fer au nouveau président du Nigeria, lequel a promis de déplacer le centre des opérations de la lutte contre Boko Haram d'Abuja, la capitale fédérale, à Maïdougouri. Ces islamistes qualifiés de gens fous par le nouvel homme fort du Nigeria semblent vouloir prouver à Muhammadu Buhari qu'il n'est pas le sauveur que décrivent les leaders politiques et la presse depuis la campagne pour la présidentielle dont il est sorti victorieux de Goodluck Jonathan. L'État d'Adamawa s'estimait débarrassé de toute présence d'insurgés. Mais ce nouveau raid démontre aux populations et aux autorités locales et fédérales que ce territoire est encore loin d'être tiré d'affaire.
La lutte contre Boko Haram préoccupe au plus haut point le président Mamadou Bouhari qui s'est rendu au Niger et au Tchad pour s'entendre avec ses homologues sur de nouvelles stratégies pour anéantir la bande à Aboubacar Shekau. La prise de fonction par un militaire nigérian de la force multinationale basée au Tchad il y a quelques jours témoigne de la fermeté du général Mamadou Bouhari. En bref et en images, toujours en Afrique occidentale, le Togo a un nouveau Premier ministre en la personne de Selom Klassou qui a été désigné par un décret présidentiel le vendredi dernier. Monsieur Klassou n'est pas inconnu du paysage politique togolais, docteur en hydroclimatologie appliquée de l'environnement. Selom Klassou est membre du gouvernement depuis 2000. Il a notamment été ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, mais aussi ministre des Enseignements primaires et secondaires. Avant sa nomination comme chef du gouvernement, ce membre influent du parti au pouvoir était vice-président de l'Assemblée nationale. Selom Klassou succède à Kwesi Selewadi Aoumé Zounou. Au Gabon, l'Union nationale a organisé ce samedi à Libreville un forum citoyen. L'objectif principal visé par cette rencontre était de mettre en place une feuille de route axée sur l'alternance qui permettra à ce parti de l'opposition d'affronter l'élection présidentielle de 2016. Marielle Biogou était sur place. L'Union nationale, un parti de l'opposition gabonaise, a organisé un forum citoyen ce samedi à Libreville. Le Front de l'opposition pour l'alternance, l'Alliance pour le changement et la restauration et d'autres formations de ce bord politique ont effectué le déplacement du premier arrondissement. Cette rencontre a été l'occasion pour les leaders de l'opposition et leurs adhérents de discuter de la mise en place d'une feuille de route pour l'alternance en vue de la prochaine élection présidentielle. 1. De la nécessité de l'alternance. 2. Des mécanismes et outils pour l'alternance. 3. De la responsabilité citoyenne dans la quête de l'alternance. Et 4. De la prochaine élection présidentielle. Le responsable de la première communication, Paul-Marie Ngonjou, a néanmoins relevé les facteurs de blocage de l'alternance au Gabon. Pour le membre du Bureau national de l'Ain, les responsabilités sont partagées. Une constitution qui ne favorisait pas l'alternance démocratique, déjà avec des institutions qui étaient totalement redevables au chef de l'État. L'opposition est responsable en partie de cette absence d'alternance. Parce que l'opposition, par les comportements souvent du moins opposés aux vœux du peuple, n'est-ce pas, a créé du moins des conditions, on va dire, de relations incestueuses avec le pouvoir. Les participants à ces assises n'ont pas manqué de faire part de leurs attentes, d'autant que pour les responsables politiques, il était nécessaire de faire participer la base à l'élaboration de la dite feuille de route. Je veux tout certainement, plus précisément, avoir un candidat unique de l'opposition qui doit faire et qui peut faire l'affaire. À la proposition de la présentation d'un candidat unique de l'opposition, les participants ont émis le souhait de la mise en place d'un secrétariat permanent qui permettra de fédérer l'ensemble des forces en présence de l'opposition gabonaise. Toujours au Gabon, parlons d'éducation. La junior entreprise de BGFI Business School of Management de Libreville a organisé sa journée des métiers. Plusieurs secteurs économiques y ont expliqué le contenu de leurs activités, comme au LAM Gabon, dont le directeur général a profité pour donner des conseils aux participants. Uriel Abaga. Ce samedi à Libreville, dans les locaux de la BGFI Business School of Management, s'est tenue la deuxième édition de la journée des métiers de cet établissement d'enseignement supérieur, placé sous le thème « Système d'information, fonction support au sein de toutes les entreprises ». Une initiative annuelle de la E-Carré, la junior entreprise de la BBS qui se veut, selon les organisateurs et la direction, une plateforme d'échange sur le rapprochement entre l'école et l'entreprise. Prenant la parole dans la salle Obama pleine comme un œuf, le professeur Octave Jokung, directeur général de l'établissement, conscient que le monde est à l'ère du numérique, a milité pour une insertion durable de ses étudiants dans le monde du travail en prenant en compte l'utilisation des nouvelles technologies. Malgré les points en commun qu'ils ont avec les anciennes, eh bien, nous savons qu'avec la génération type Y, eh bien, nous devons mettre l'accent sur le digital. Après la diffusion d'un film qui retraçait le parcours de la E-Carré, le président de cette junior entreprise a fait part de la volonté qui anime ses camarades et lui de faire de la BBS l'une des meilleures écoles de management sur le continent africain. Inès Gwanda en a également profité pour décliner la triple vision de la E-Carré, une organisation qui n'a que 2 ans d'existence.
Primo, faire connaître aux différents étudiants les différents métiers qui composent et qui ponctuent au quotidien les entreprises. Deuxième objectif, deuxième visée, donner une parfaite connaissance, sinon une meilleure information par rapport au profit des métiers qui sont retrouvés dans les entreprises. In fine, troisième visée, être une interface entre les entreprises à la recherche des talents et nous les talents à la recherche d'emploi. L'événement a été rehaussé par la présence de Gagan Gupta, le directeur général de l'AM Gabon. L'homme d'affaires a longuement échangé avec l'assistance, expliquant les domaines de compétences de son entreprise. Gagan Gupta a surtout, avec une grosse pointe d'humour, donné au public présent des conseils simples pour accomplir leurs rêves et connaître le succès dans leurs diverses entreprises. Des conseils visiblement appréciés par les participants à cette journée des métiers, dont la 3e édition est prévue pour l'année prochaine. Environnement à présent hors du continent africain, un ancien diplomate est devenu apôtre de la protection de l'environnement aux Philippines. Terrifié par l'impact dévastateur du typhon sur son pays en 2013, Yeb Sano a lancé une initiative internationale pour sensibiliser l'opinion dénommée le pèlerinage du peuple, un reportage signé AFP. C'est un pèlerinage pour sauver le monde. Yeb Sano a récemment démissionné de son poste d'envoyé spécial des Philippines pour le climat et depuis, il marche. Une série de randonnées qui finira par un trek de 60 jours jusqu'au sommet des Nations Unies à Paris en décembre prochain. C'est là que sera négocié un nouveau traité sur le réchauffement climatique. Nous allons connecter le monde entier et envoyer un message fort aux leaders internationaux pour leur dire que nous sommes nombreux et que c'est important pour nous que les gouvernements et les industries du monde trouvent une solution à la crise climatique. Les Philippines sont en première ligne de cette crise. En 2013, le typhon Haiyan avait dévasté le pays avec les vents les plus violents jamais enregistrés, faisant plus de 7300 morts. Yeb tire la sonnette d'alarme. Pour lui, le lien est évident entre changement climatique et augmentation du nombre de catastrophes naturelles. Les scientifiques sont de plus en plus formels. Le changement climatique engendrera des tempêtes plus intenses. Et ces tempêtes seront sans précédent en termes d'intensité, mais aussi de magnitude et de risques auxquels les gens feront face. Prochaine étape pour Yeb, des zones sensibles comme l'île du Vanuatu récemment dévastée par un cyclone ou encore la grande barrière de corail en Australie. L'initiative a déjà inspiré d'autres marches similaires ailleurs dans le monde. L'objectif final, réussir à réunir des dizaines de milliers de personnes à Paris pour le sommet de l'ONU sur le climat. Nous ouvrons la page culturelle de ce journal en bref et en images avec le festival de chevaliers pour la réconciliation en Libye. Des centaines de Libyens habillés en habits traditionnels et sur des chevaux se sont retrouvés à Tripoli ce vendredi pour le festival populaire équestre des chevaliers placé sous le symbole de la réconciliation nationale dans cette année. Vous savez que la Libye est placée sous chaos depuis quelques années, un chaos qui met le pays sous la coupe de 2 gouvernements et 2 parlements rivaux. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. De retour au Gabon pour le chapitre culturel de ce journal, la projection en avant-première des 5 premiers épisodes de la nouvelle série Étoile assombrie de Patrick Bouémé a eu lieu ce vendredi dans les locaux de Gabon Télévision, la chaîne nationale. Plusieurs médias et des opérateurs économiques étaient présents pour être les témoins de ce qui s'annonce déjà comme un succès, plus pour le réalisateur. Roland Diakou nous en parle. L'avant-première des 5 premiers épisodes de la nouvelle série télévisée du réalisateur gabonais Patrick Bouémé s'est faite vendredi en présence de la presse nationale et plusieurs opérateurs économiques. Étoile assombrie, qui compte jusqu'ici 10 épisodes sur 50 de prévus, donne une vraie leçon de morale sur nos réalités africaines, plus précisément dans la société gabonaise. La dernière chose, la moralité, c'est, vous avez compris, la différence des enfants. Ça entraîne trop de choses. Beaucoup de mamans, de papas font la différence entre leurs enfants. C'est vrai, il y a des préférences. Il y a des enfants respectueux, des turbulents dans nos familles. Mais la maman ou le père ne doit pas montrer cette différence. C'est ça qui entraîne souvent la sorcellerie, pour parler français de chez nous.
Avant la diffusion des épisodes de la série, l'assistance a eu droit à 2 prestations des artistes issus de l'écurie du réalisateur-producteur. L'hôte de la soirée a ensuite pris le soin de présenter de manière générale ce qui s'annonce déjà comme une autre réussite de plus pour lui, sans oublier de solliciter le soutien de tous ceux qui peuvent permettre la réalisation des 42 autres épisodes restants. Ce qui n'a pas laissé insensibles les invités de la cérémonie. Et de deux, en ce qui concerne Gabon Télévision, je traduirai, comme l'a dit mon confrère, je ferai ce qu'on appelle dans notre jargon une fiche technique pour présenter. Si le directeur général n'avait pas une bonne image de vous et surtout une bonne lecture de ce que vous faites, il ne m'aurait pas envoyé. Dans une bonne ambiance, les 5 épisodes ont été appréciés des cinéphiles. Nous avons beaucoup apprécié cette série et je tiens à féliciter M. Patrick Boémé, ainsi que tous les acteurs et actrices qui ont vraiment bien presté tout au long des épisodes que nous avons pu suivre. J'adresse mes félicitations à tous les acteurs comédiens qui sont là. Bravo à vous, il fallait plus. En attendant la diffusion de cette série qui racontait l'histoire d'une ravissante et studieuse jeune fille qui rencontre des difficultés sur le plan sentimental, familial et professionnel, toute l'équipe de Expression 7 continue de travailler pour parachever la série. Sport en bref et en images, plus qu'une victoire, le FC Barcelone est entré dans la légende du foot en remportant la Ligue des Champions face à la Juventus, 3-1 pour réussir un deuxième triplé au terme d'une finale intense. Ceci, c'était hier au stade de Berlin. Les Blaugrana de Luis Enrique entrent dans l'histoire parce qu'ils offrent à leur club un second triplé de Champions League, double exploit, jusqu'alors inédit en 60 ans de Coupe d'Europe. Grâce à un but de Rakitic très tôt, à la 4e minute, un autre de Suarez à la 68e, surmontant l'égalisation de Morata à la 55e et un dernier de Neymar. Le club espagnol décroche son 5e sacre après 92, 2006, 2009 et 2011 et égale ainsi Liverpool et le Bayern Munich, derrière le Real Madrid 10e et l'AC Milan 7e. Il assoit aussi sa domination des temps actuels avec un 4e titre dans ce début du XXIe siècle. De l'insolite dans ce journal au Japon, être toujours puceau à 40 ans est loin d'être un fait insolite. Juste puisqu'un quart de la population n'aurait pas connu la fameuse première fois, un fait de société que les concernés et les experts tentent de nous expliquer. Un reportage signé AFP. Du bout de son crayon, il découvre enfin le corps d'une femme. À 41 ans, Takashi Sakai n'avait jamais été aussi près d'une japonaise en tenue d'Ève. 40 ans toujours puceau, ce n'est pas qu'un titre de film potache, mais bien une réalité au Japon. Quand vous êtes jeune, vous avez peur d'être rejeté. Je pense que c'est vrai pour beaucoup de personnes, encore maintenant, qui prétendent n'avoir aucun intérêt dans le sexe plutôt que de risquer un échec total. D'après une étude de 2010, un quart des trentenaires japonais seraient toujours vierges. Une tendance qui augmente au fil des années et que les experts expliquent en partie par 20 ans de stagnation de l'économie japonaise. Ces 2 dernières décennies, la situation des hommes japonais a été très dure et compétitive. Une émasculation économique en quelque sorte, alors qu'en parallèle, les mariages arrangés disparaissent de la société japonaise et avec eux un dépucelage assuré. Les images à connotation sexuelle sont partout au Japon. Pourtant, le sexe n'est pas pris au sérieux pour le créateur de cette Virgin Academy, où ces hommes vierges se familiarisent avec la nudité. Dans le Japon d'aujourd'hui, il n'y a aucun endroit pour apprendre le sexe. Comment construire une relation romantique ou se marier. Ce ne sont probablement pas les japonaises qui feront le premier pas. Comme les hommes, un quart d'entre elles étaient toujours vierges à 30 ans, selon l'étude de 2010. C'est tout de même mieux qu'en 1992, où près d'1 sur 2 n'avait pas encore connu les joies de l'amour. Alors, rien à voir avec ce qui vient de précéder, nous passons à la rubrique 7 ans plus de cette édition d'information. Hier, Uriel Abago recevait Roland Diakou pour parler du festival Nollywood Weekend 2015. L'entretien, c'est juste après cette courte pause.
Roland Jaco, bonsoir. Bonsoir Uriel. Depuis jeudi, on célèbre à l'Arlequin à Paris le 7e art nigérian, c'est-à-dire le cinéma de ce pays-là. Ouais. Le cinéma nigérian qui est de plus en plus prisé par les téléspectateurs, par les cinéphiles. Quand est-ce que le monde a entendu parler, a commencé à parler du cinéma nigérian? Alors le monde entier a commencé à parler du cinéma nigérien, c'était en 1990, parce que c'est la période où il a commencé à avoir des premiers films nigérians, même si la qualité n'était pas aussi bonne que celle que nous avons aujourd'hui à travers ces films-là. Parce qu'à l'époque, des premiers réalisateurs, des premières personnes qui avaient pensé justement cet esprit Nollywood cinématographique du côté du Nigeria, c'était justement de mettre en place un système, parce que la musique avait déjà une place importante dans l'économie en ce qui concerne l'économie nigériane. Aujourd'hui, il fallait bon qu'on puisse penser à autre chose, notamment dans le secteur de l'art, pour pouvoir booster encore davantage le secteur de l'économie. Alors, les premiers réalisateurs sont tombés dans le monde du cinéma, ont réalisé les premiers films avec des caméscopes qui, à travers leurs histoires qu'ils racontaient... C'était pas des films professionnels? Non, c'était pas des films professionnels. Professionnels dans un sens où, quand on parle de la concurrence aujourd'hui, on voit Nollywood, on voit Bollywood, mais à cette époque, c'était vraiment des films amateurs, mais qui a attiré l'attention de certains cinéphiles, d'abord du côté du Nigeria et ensuite sur le continent africain, de par leurs histoires qu'ils racontaient, parce que ça faisait partie des réalités africaines. Donc à travers ces histoires-là, dans les années 90, on a commencé à parler du cinéma nigérien. Roland Jaco, à cette 3e édition de la Nollywood Week 2015 à Paris, qui se tient actuellement à Paris, on ne cesse d'entendre parler du concept New Nollywood. Qu'en est-il exactement? Qu'est-ce que c'est le New Nollywood? Alors, vous voyez qu'en de 1990 à 2015, c'est un cap qui a été, c'est un cap que le cinéma nigérien a marqué. Donc, de cette période à maintenant, il y a eu une multitude d'évolutions, notamment des réalisateurs qui prenaient juste le soin d'écrire des synopsis ou encore des scripts à travers juste un bout de papier et puis poser des acteurs pour pouvoir tourner, ont compris que c'était vraiment important qu'ils puissent devenir des professionnels pour pouvoir avoir des rentabilités financières beaucoup plus considérables. Alors, ces réalisateurs vont en Europe se former, reviennent au pays, et les acteurs aussi, au fur et à mesure qu'ils pratiquent cet art-là, évoluent dans leur manière de faire, dans leur manière de jouer de la comédie, dans leur manière d'interpréter les scripts qui leur en sont donnés. Alors, le New Nollywood est justement la nouvelle version du cinéma nigérian, cette version beaucoup plus professionnelle, cette version qui aujourd'hui peut se frotter au fait des réalités, voilà, pour aussi se concurrencer à d'autres grosses productions, notamment comme Bollywood ou Nollywood. L'un des plus gros problèmes de l'art en Afrique, Roland Jaco, vous en conviendrez avec moi, reste le fait que les artistes, c'est-à-dire quelle que soit leur branche, que ce soit des peintres, que ce soit des musiciens, que ce soit des acteurs, se plaignent toujours qu'ils n'arrivent pas à vivre de leur art. Mais aujourd'hui, nous voyons des acteurs de Nollywood qui s'affichent dans les écrans de télévision. Je pense à Tonto Dike, je pense à Majid Michael, je pense à Yvonne Nelson, je pense à Desmond Elliott et j'en passe. Ces artistes-là, ces acteurs, ces comédiens nigérians, ces comédiens ghanéens, ont-ils les moyens de souvenir à leurs besoins? Vivent-ils de leur art? Ils vivent vraiment de leur art, ils vivent à 100% de leur art, parce que comme je l'ai dit tantôt, on a professionnalisé le 7e art nigérian, on a donné, on a boosté le 7e art nigérian, l'État s'est impliqué, il y a des opérateurs économiques qui se sont impliqués, notamment on parle aujourd'hui de l'achat de ce Nollywood-là par le groupe Canal à travers Canal Overseas. Donc il y a plusieurs opérateurs économiques qui se sont investis en ce qui concerne le 7e art nigérian, donc ce qui fait en sorte que les acteurs ou encore des comédiens qui sont à travers qui sont dans ces films-là, vivent pleinement de leur art, parce que à l'époque on faisait des films, ces personnes faisaient des films dans les années 90 juste pour vendre énormément de CD, mais aujourd'hui ils ont pris conscience qu'il fallait avoir des scripts beaucoup plus voilà, beaucoup plus professionnels et vendre aussi des disques, d'accord, mais occuper une place beaucoup plus importante en ce qui concerne la production du cinéma mondial. C'est pourquoi le cinéma Nollywood occupe la 2e place en ce qui concerne la production mondiale. Roland Jaco, merci d'être venu sur ce plateau pour parler de Nollywood, qui est au passage l'une des plus grandes industries cinématographiques au monde. Voilà, point final à cette édition d'information. Merci d'avoir été des nôtres. L'actualité continue sur Canal 7.